Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale, j'ai eu l'idée il y a une dizaine de minutes. Je voulais vous parler un petit peu des points essentiels, des points un petit peu les basiques qui vont vous permettre de vous sentir bien en fait dans votre vie, de vous sentir épanoui, de sentir que vous avez atteint un certain équilibre et que cet équilibre vous permet d'avoir des journées satisfaisantes pour vous, qui peuvent être fatigantes, mais qui sont voilà, qui sont justes pour vous en fait. Où vous sentez que vous ne subissez pas votre vie, mais que vous avez cet équilibre qui permet d'être en bonne santé, d'avoir des pensées quand même la plupart du temps plutôt positives, d'avoir la confiance dans l'avenir et d'avoir la confiance en vous. Donc c'est basique en fait. Moi je les ai un petit peu découverts au fur et à mesure de l'exploration ces dernières années de ma vie. J'ai pu voir un petit peu ce qui allait, ce qui n'allait pas, et on est toujours un petit peu en train de réajuster cet équilibre, parce que tout change autour de nous. Le contexte peut changer autour de nous. Si vous avez des enfants, bah, ils grandissent, donc l'équilibre, il faut toujours le revoir. Si vous êtes, on vieillit, donc on n'a pas les mêmes activités dans nos journées ou les mêmes pensées, le même physique quand on est jeune, quand on est moins jeune. Donc en fait, c'est très dur de trouver tout le temps cet équilibre-là, mais il y a quand même des bases qui vont vous permettre de vous connaître. Et j'avais envie dans cette vidéo donc de poser j'ai noté 6 points là tout de suite qui me sont venus. Alors il y en a sûrement plein d'autres, mais pour moi je pense que c'est les 6 qui me sont venus tout de suite, les plus importants. Et j'aimerais que dans cette vidéo, donc je vous développe ces 6 points et que sur ces 6 questions, vous arriviez à vous positionner pour voir si vous pensez que sur chaque question, vous êtes à peu près vous avez atteint ce que vous vouliez en fait sur ces questions-là ou l'équilibre que vous souhaitiez, ou si vous n'êtes pas du tout, vous n'avez pas du tout pensé à ça, ou si vous aimeriez bien l'atteindre mais vous n'y arrivez pas et pourquoi. Et donc là, c'est un début de travail pour améliorer cet équilibre. Et moi, je vous parlerai aussi de ces 6 questions par rapport à moi et par rapport à est-ce que j'ai atteint mon équilibre ou pas et est-ce que je suis sur le chemin, sur certains points ou pas. Donc c'est parti. Donc le premier point, alors, je vais juste me reculer un petit peu parce que je suis en face de la lumière. Le premier point, donc il s'agit de la relation avec votre corps. Donc je l'ai mis en premier parce que pour moi, c'est la base. Si vous n'avez aucune relation avec votre corps, c'est-à-dire si votre tête elle est un petit peu déconnectée de votre corps, que votre corps, vous pensez que c'est juste quelque chose qui vous sert à vous transporter d'un point A à un point B, ou d'aller faire votre travail, ou d'aller vous occuper de vos enfants, mais qu'il n'a pas son importance à lui tout seul et que vous ne prenez pas soin de lui, c'est-à-dire que vous ne l'écoutez pas. Donc par exemple, quand vous avez mal quelque part, bah c'est normal, j'ai mal quelque part, c'est pas grave. Tant que c'est pas, en fait, vous n'êtes pas cloué au lit, bah, vous n'écoutez pas ce que vous dit votre corps. Ça, en fait, pour moi, c'est la base. Tous les autres points, ils servent à rien si déjà vous n'écoutez pas votre corps et vous ne prenez pas soin de lui. Donc, en fait, je vous dis ça parce que c'est ce que je fais pratiquement avec tous les clients qui viennent me voir. On parle déjà de ça et on parle déjà donc du coup de la respiration. Est-ce que vous respirez correctement? Est-ce que vous êtes en asphyxie comme ça toute la journée sans vous en rendre compte parce que tout est contracté? Ou est-ce que vous arrivez à détendre tous vos muscles un petit peu au fur et à mesure de la journée ou au moins le soir? Et est-ce que votre respiration, elle est calme? Ou est-ce que quand elle est un petit peu trop accélérée, vous arrivez à la détendre un petit peu? Donc ça, c'est la base de la base. Votre corps, il a besoin que vous l'écoutiez. Donc moi, par rapport à ça, mon expérience, j'écoutais pas du tout mon corps, mais vraiment zéro jusqu'à l'âge de 35 ans. J'écoutais rien du tout. Et qu'est-ce qui se passait? Comme je n'écoutais pas mon corps, je ne savais même pas qu'il fallait écouter son corps et qu'il y avait des trucs à voir dans notre corps et que c'était important, la respiration. Je ne prêtais aucune attention à ça. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des crises d'angoisse pendant une dizaine d'années, de 25 à 35. Et pendant toutes ces années, je n'ai pas fait le lien avec mon corps. Je me disais, j'ai des crises d'angoisse, c'est un petit peu comme si j'avais une maladie, et il faut trouver un médicament qui va m'enlever ça, ou une pratique qui va m'enlever ça, ou donc je lisais quand même pas mal de livres, je faisais beaucoup de sport, parce que je me disais, bah, quand je vais courir, c'est une façon de détendre son corps, hein, aller courir par exemple, ou faire une activité physique, donc ça compensait un petit peu le problème. Mais bon, faire du sport tout le temps, quand on a 3 enfants et qu'on travaille pas mal, c'est quand même fatigant. Donc les moments où je faisais plus de sport, qu'est-ce qui se passait? Les crises d'angoisse revenaient. Et je faisais pas vraiment le lien avec, voilà, avec les autres points aussi, hein, qu'on va voir tout à l'heure. Et donc, bah, le corps, il se manifestait, c'est-à-dire C'est-à-dire que j'étais au repos, parfois j'étais bien chez moi, et d'un coup, je pouvais plus respirer, j'avais une crise d'angoisse. La gorge se serrait, et je me demandais ce qui arrivait.
C'est le corps qui me disait, ma cocotte, tu sais, t'en as trop fait cette semaine, ou t'en as trop fait ce mois-ci, ou aujourd'hui. Et voilà, maintenant, quand tu te reposes, bah, le système nerveux, il sait plus se réguler, et il sait plus redescendre, et donc il va se mettre en alerte pour n'importe quoi. C'est comme s'il y avait un disjoncteur qui se mettait en place, qui vous envoyait des signaux, et vous avez l'impression que vous allez être attaqué à la seconde, alors qu'en fait, vous êtes juste en train de regarder un film. Donc c'est vraiment perturbant, les crises d'angoisse. Donc mon corps a fait ça jusqu'à ce que j'entende le message. Donc j'ai mis pratiquement 10 ans pour comprendre ce qu'il voulait me dire. C'est que j'ai mes limites, c'est que je ne peux pas dépasser un certain nombre d'heures de travail, sinon ben, ça disjoncte, c'est comme une cocotte minute. Il faut que je fasse des pauses régulièrement, il faut que j'ai des temps de repos, quand même assez importants. Je suis une personne qui aime être seule, on en parlera tout à l'heure, mais vous voyez, il y a plein de choses comme ça que j'ai compris en fait. Et quand je ne respecte pas ça, eh ben, cocotte minute. Ça peut encore m'arriver, hein. Ça m'arrive beaucoup moins fréquemment. Peut-être une fois par an, j'ai une crise d'angoisse et je la sens venir et je sais pourquoi je l'ai et j'arrive à la gérer parce que je sais que c'est transitoire et que ça va passer. Et je me dis merde, ah ouais, j'ai pas fait ce qu'il fallait les derniers jours. Normal que j'ai ça. Et donc je l'accepte surtout. Donc c'est l'équilibre entre, par exemple, l'activité et la non-activité. Entre faire du sport tous les jours et faire du sport 3 fois par semaine ou 0. À quel curseur vous mettez votre activité? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes par exemple une personne sédentaire? Vous ne bougez pas de votre chaise toute la journée? Si c'est le cas, vous ne pouvez pas être bien. Votre corps, il va pas être bien. Il va falloir mettre du mouvement dans votre corps. Donc, aller faire de la marche ou une activité sportive de temps en temps. Parce qu'un corps qui ne bouge pas ne peut pas être bien. Il va vous envoyer des symptômes. Moi, maintenant, je suis moins souvent sur l'ordinateur. Quand je reste une journée entière sur l'ordinateur, ça m'arrive, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le soir, j'ai le ventre gonflé, j'ai mal au dos, je me sens pas bien, je sens que ma gorge est un peu serrée, je sens que j'ai pas bien respiré parce que la posture, même si on est bien assis devant notre ordinateur, ben, on bouge pas et tout se contracte au bout d'un moment. Donc, on a besoin de faire des pauses. Si vous êtes sur un travail de bureau, vous allez avoir besoin de, je sais pas, vous dire toutes les heures et demie, je vais marcher quelques pas, je fais le tour du bureau, je sors, je reviens, je fais une pause. Il faut vous imposer ça, sinon le soir, votre corps est dans un état où vous pouvez pas être bien. À l'inverse, si vous faites un boulot ultra physique, où vous êtes toute la journée en train de faire des actions, le soir, vous n'allez pas pouvoir continuer, il va falloir avoir des moments de repos. Ou entre midi et deux, vraiment vous poser, limite faire une sieste pour régénérer un petit peu votre corps qui est très très en demande de repos. Et il va falloir bien manger également pour nourrir ce corps qui bouge tout le temps. Donc il faut voir où est votre curseur en fait. Voilà, posez-vous la question, je suis une personne quoi? Sédentaire, très active, moyennement active? Est-ce que ce rythme, il a l'air de me convenir? Ou est-ce que j'ai l'impression que c'est trop pour moi? Je sais, j'entends déjà, je les entends là, les personnes qui disent « Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut bien qu'on travaille, il faut bien qu'on s'occupe de la maison, il faut bien qu'on fasse à manger, il faut bien qu'on aille dans la course. » Ok, bien sûr qu'il y a des impondérables à faire, mais bien sûr qu'il y a aussi des choix et des choses qu'on n'est pas obligé de faire. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous pensez que vous êtes obligé, mais si vous réfléchissez bien, il y a plein de choses qu'on peut enlever. Par exemple, on n'est pas obligé d'aller en course tous les jours. On peut aller en course qu'une fois par semaine et faire une seule fois les courses dans la semaine, mieux s'organiser. Ça peut être des pistes de progrès. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais nos enfants, on n'est pas obligé de leur donner des bains tous les soirs. On peut faire la toilette vite fait. On n'est pas obligé de se mettre la pression sur les devoirs de nos enfants comme des malades. De toute façon, il faut aussi qu'ils se responsabilisent. Donc on doit être là, mais on doit aussi pouvoir un petit peu se détendre et avoir des moments surtout d'écoute avec eux et des fois de jeu. Et pas que les moments où tac, 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 faut enchaîner les actions, dodo, manger, les devoirs, se laver, etc. Ça, c'est la routine des mères qui est vraiment extrêmement nuisible pour les mères et pour les enfants. Et en fait, vous pouvez un petit peu modifier cette routine tout en gardant, bien sûr, les tâches les plus importantes, mais en assouplissant un petit peu les règles, pour vous en tout cas, et surtout le degré de pression que vous mettez sur ces moments-là, ça va vous changer en fait votre niveau d'énergie. Votre énergie va changer, vous allez plus être dans tac, 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 mais dans peut-être un peu plus l'accueil, de plus les écouter. En fait, les enfants, ils ont surtout besoin qu'on les écoute quand ils rentrent de l'école, et puis qu'on leur donne envie de faire leurs devoirs, pas qu'on les oblige, ou aussi qu'on leur fasse arrêter de faire leurs devoirs. Il y a des enfants qui sont tellement stressés, il faut leur dire, bah là, je pense que tu as assez travaillé, c'est très bien, tu peux t'arrêter, maintenant tu peux jouer un petit peu, viens, on fait un jeu, on fait quelque chose. Pareil pour les repas, ne vous mettez pas toujours la pression sur je dois faire des repas parfaits pour mes enfants avec des légumes, nanana.
Parfois, il peut y avoir 1 ou 2 soirs dans la semaine, même plus, où on allège, où on fait des trucs, des congelés. Il y a vraiment des choses très bien maintenant. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup Picard et ils ont des trucs très très bien en congelé et ça me gagne énormément de temps pour les repas. Ce temps-là, je peux le garder pour moi ou pour des moments cool avec mes enfants, qui sont grands maintenant, mais ou des moments où je suis seule ou des moments de couple. Donc en fait, vous voyez, ce rythme-là, ne vous obligez pas. En fait, la question que je me dis à chaque fois, moi, c'est mais qui m'oblige à faire ça? Qui m'oblige à travailler plus de tant d'heures par jour? Qui m'oblige à faire des repas équilibrés, à éplucher des légumes tous les soirs, etc. Qui m'oblige à faire mon linge tous les soirs? Qui m'oblige à laver les draps toutes les semaines? Qui m'oblige à laver un bain tous les soirs à mes enfants? Je veux dire, c'est pas grave si vous lavez pas les draps toutes les semaines, faites tous les 15 jours, toutes les 3 semaines. Mais vos enfants vont pas mourir dans des draps comme ça, vous voyez, ou même vous. Il faut trouver vos curseurs, en fait. Faites avec le temps que vous avez et le niveau d'activité que vous voulez obtenir. Faites en fonction de votre besoin et de vos envies. Donc c'est vraiment le premier point. Et même avec le sport, hein. Moi je suis passée de je fais pas de sport à je fais du sport tous les jours. Bah après j'étais épuisée, donc même si c'était quelque chose qui était bien pour moi à la base, j'étais dans l'excès. L'excès en fait il est jamais bon ni dans un sens ni dans un autre. Donc trouvez votre équilibre sur le niveau d'activité et surtout pour trouver votre équilibre c'est le corps qui parle. Voyez comment vous vous sentez, le niveau d'énergie. Deuxième point, l'alimentation. Je viens d'en parler un petit peu, mais faites attention à votre alimentation. Comment vous vous situez en ce moment par rapport à votre alimentation? Est-ce que vous pensez que vous mangez bien, c'est-à-dire plutôt sain, plutôt à peu près équilibré? Ou est-ce que, parce que c'est deux choses différentes, hein, sain et équilibré. Sain, ça va être plutôt est-ce que je mange bio, est-ce que j'ai des produits qui ne sont pas transformés, qui ne sont pas industriels le plus souvent possible. Et équilibré, c'est est-ce que j'ai assez de protéines, assez de glucides et assez de lipides? Ou est-ce que j'en ai trop? Alors moi par exemple, quand j'ai commencé à regarder ça, j'ai vu que je ne mangeais pas assez. Et qu'est-ce qui se passait? J'avais donc souvent faim, donc je grignotais. Là, j'ai augmenté par exemple beaucoup mes doses de protéines. Donc il y a plein d'informations sur Internet sur qu'est-ce qu'on doit manger comme protéines en fonction de notre poids, etc. Et quand vous regardez un petit peu ça, vous vous rendez compte souvent vous ne mangez pas assez de protéines. Alors je parle des protéines animales, mais végétales aussi, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger de la viande tous les jours. Moi j'en mange peu de la viande, mais par contre j'ai réintégré beaucoup de protéines végétales, des lentilles, des pois chiches, des lentilles corail, j'en mange assez souvent. Vous voyez, des choses comme ça qui permettent quand même de manger des protéines, mais pas tout le temps des produits qui peuvent être inflammatoires comme la viande ou les produits laitiers. J'en mange quand même, mais je fais attention. Et ça, franchement, moi j'ai dû faire attention parce que pareil, mon corps, encore une fois, il criait, quoi, il avait mal au ventre. Il disait ça va pas, ou alors t'as faim, ou t'es en manque d'énergie, ou tu t'es crevé après le repas. Donc en fait, il y a plein de signaux que le corps nous envoie pour nous dire que l'alimentation ne va pas. Et l'alimentation, c'est quand même la base. Si c'est notre carburant, vous voyez, c'est comme si vous avez une voiture et vous mettez pas la bonne essence dedans ou pas assez d'essence, elle va pas marcher. Vous, c'est ça, votre corps, c'est votre voiture. Et il a besoin vraiment de quelque chose de qualité et de suffisamment. Suffisamment de macros, suffisamment de protéines, de glucides et de bons lipides. Par rapport à ça, donc moi j'ai énormément changé ma façon de me nourrir depuis, je dirais, 5 ans, mais encore plus depuis 2-3 ans, depuis le confinement en fait. Depuis on est resté à la maison et qu'on a pu plus faire nos repas, avoir un peu plus de temps, j'ai changé. Et en fait maintenant je cuisine très très vite, hein. Je vous dis, j'utilise beaucoup les surgelés. J'achète quand même des légumes frais, mais j'en consomme pas forcément tous les jours. Je mange plus de fruits aussi. Et puis surtout, je ne mange quasiment plus aucun aliment industriel. Et ça, c'est un grand changement dans notre maison. Mes enfants mangent encore des aliments industriels parce qu'ils avaient l'habitude et ils ont encore du mal à passer à ce que je leur propose, mais je ne désespère pas. Et voilà, donc les aliments industriels, j'ai remarqué qu'en arrêtant les aliments industriels, j'avais beaucoup plus d'énergie en fait. Et j'avais beaucoup moins de problèmes aussi d'intolérance alimentaire et d'allergie. Parce que j'avais développé du coup des intolérances et des allergies. Et là, j'en ai vraiment beaucoup. Je ne prends plus d'antihistaminiques depuis que je ne mange plus de produits industriels. Dès que je remange des produits industriels, je sens que j'ai les allergies qui reviennent. Donc c'est tous ces conservateurs, je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, que notre corps, en fait, au bout d'un moment, il n'en peut plus, quoi. Il nous provoque des symptômes. Il n'y a pas que ça dans les allergies, il y a d'autres choses, mais c'est un des facteurs. Donc faites attention. Alors moi, je prends la règle des 80-20, c'est-à-dire je me dis 80% du temps, je fais attention de manger le moins de produits industriels possible et de voir que mes quantités sont suffisantes et que
voilà, j'ai assez de protéines et que mon corps il est content, il aura assez de carburant. Et puis 20% du temps, bah, je m'en fiche. Voilà, je suis invitée ou je vais au restaurant, j'ai envie de manger une bonne pizza avec plein de gluten et bah, j'ai quand même envie de la manger, je la mange, même si le lendemain je sais que j'aurai peut-être un peu mal au ventre parce que j'aurais mangé plein de gluten et que c'est un peu difficile à digérer pour moi. Donc je suis sur le chemin, mais l'alimentation, c'est un petit peu tous les jours qu'il faut se poser ces questions. C'est au moment où on fait les courses. On fait plus du tout les mêmes courses, hein, on n'achète plus du tout les mêmes choses. De toute façon, une fois qu'on n'a plus de produits industriels dans ses placards, on risque pas d'en manger puisqu'on n'en achète plus. Hein. Donc c'est la base, hein, déjà, c'est d'arrêter d'en acheter. Et puis, je vous assure que votre corps, il va vous remercier. Un truc que j'avais noté là aussi, j'ai diminué beaucoup les produits laitiers et le sucre. Le sucre blanc, quoi. Je ne consomme plus de sucre du tout blanc depuis 2-3 ans. Et pareil, ça a énormément aidé mon ventre parce que le sucre, c'est très inflammatoire. Et je consomme par contre du sucre dans les fruits, bien sûr, du sucre dans le miel ou des choses comme ça, mais plus de sucre blanc. On a quand même besoin de sucre un petit peu rapide. Et puis, par exemple, juste avant une séance de sport, on peut manger un petit truc sucré pour que nos muscles aient tout de suite quelque chose à grignoter pour l'effort. Mais le sucre blanc, en fait, n'a aucun intérêt nutritionnel. Je bois un petit coup et ensuite on va passer au troisième point. Alors le troisième point, c'est le sommeil. J'ai lu un livre récemment sur à quoi sert le sommeil. Et en fait, c'est tellement énorme la fonction du sommeil chez les êtres humains que si vous dormez peu ou si vous réduisez trop les heures de sommeil, vous allez avoir des problèmes de santé tout simplement et votre corps, il va pas vous remercier, il va être très très mal. Vous allez avoir, notamment moi j'ai des migraines. Je vais avoir la sensation de flotter un petit peu toute la journée. J'ai des baisses de tension quand je dors pas assez. Et j'ai besoin d'énormément d'heures de sommeil. Donc vous, savez-vous de combien vous avez besoin au niveau des heures de sommeil? Déjà, c'est de se connaître et c'est d'accepter. Moi, pendant longtemps, je me disais, bah, c'est bon, si j'ai 7 heures, c'est bon. En fait, non, 7 heures, pour moi, c'est insuffisant. J'ai accepté que moi, il me fallait au moins 8 ou 9 heures. Donc j'ai accepté ça, mais c'est énorme, 8 ou 9 heures quand on a une vie un peu active. C'est pas évident quand on veut se lever tôt le matin. Et moi, je suis un peu une couche tard. Donc là, je suis sur le chemin, franchement, sur le sommeil. Je suis pas très bien. Je suis pas vraiment dans mon objectif. Je voudrais vraiment, le 1er janvier, je me suis mis un objectif de dormir ces 8 ou 9 heures toutes les nuits. Et pour cela, je veux me coucher avant 23 heures pour pouvoir me lever donc à 7h, 7h30 ou alors même 22h30, 7h30, là c'est encore mieux. Seulement, j'ai vraiment des difficultés à le faire. Parce que le soir, j'ai l'impression que les heures passent tellement vite et j'aime bien être un petit peu mon moment de solitude le soir quand tout le monde est allé se coucher ou que tout le monde est dans sa chambre et j'aime bien faire mes petites choses et les heures passent et finalement il est 23h30, minuit, je me couche assez souvent après minuit. Et je sais que quand je fais ça le matin, c'est plus difficile. Quand je me couche plus tôt, je suis beaucoup mieux le matin. Donc je le sais, je travaille dessus. J'ai encore peut-être des trucs qui m'empêchent de le faire. Voilà, je suis en train d'évaluer ça. Et pour faire ça, en fait, je suis mon sommeil. J'ai un petit carnet et tous les jours, je marque. Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que je me suis couchée assez tôt? Et si je ne me suis pas couchée assez tôt, je me mets une note de 1 à 5 et je me mets par exemple 2. Bah, c'est que c'était pas terrible ou du coup j'ai mal dormi. Des fois, je me mets 5 sur 5 parce que j'ai bien dormi et j'ai eu mes heures, etc. La clé aussi, c'est de pas trop changer ce que je faisais avant entre ma semaine et mon week-end, de pas trop décaler mes heures de coucher et de lever. Parce qu'après, hormonalement, tout se décale, vous avez un jet lag et en fait, le lundi, vous êtes super mal parce que vous avez trop décalé vos horaires de sommeil. Donc, on essaye de pas décaler de plus d'1 heure, en fait, le week-end. Donc voilà, si je me levais à 6 heures toute la semaine, il faudrait pas que je me lève à plus de 7 heures le week-end. Pour moi, 7 heures, c'est très tôt. Donc du coup, je préfère décaler, si je peux, la semaine à 7 heures et 8h30 le week-end. Mais il arrive que parfois, j'ai une dette de sommeil parce que j'ai dormi 5 heures par nuit toute la semaine. Et le week-end, je me lève à 10 heures, 10h30. Donc ça peut arriver, c'est pas grave. Hein. De toute façon, quand je fais ça, c'est que j'ai vraiment besoin de récupérer, donc ça peut arriver. C'est pas l'idéal, voilà, pour le corps. Donc regardez où vous en êtes, vous, au niveau de votre sommeil. Est-ce que c'est régulier? Est-ce que vous êtes vraiment un très petit dormeur? Il peut y avoir des personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'heures, mais c'est tellement rare en fait. La plupart de la population, je ne sais plus les chiffres, mais genre c'est moins de 5% de la population qui peut physiologiquement supporter très peu d'heures de sommeil. En général, c'est vraiment tout le monde qui a besoin de entre 6 et 8 heures de sommeil, voire plus. Et puis les gens qui dorment très très peu la nuit, ok, mais ils peuvent compenser en faisant une petite sieste l'après-midi. Petite sieste d'une demi-heure, pour avoir un sommeil fractionné dans la journée. Ou alors les gens qui travaillent la nuit,
et qui dorment la journée, c'est pareil, souvent ils dorment moins longtemps. Donc ils ont un petit peu l'obligation de faire des siestes ou des choses comme ça pour avoir quand même un sommeil qui régénère. Parce que c'est pendant le sommeil que tout se passe, hein, la régénération cellulaire, c'est pendant le sommeil qu'on respire aussi, qu'on respire profondément. La journée, on respire plutôt un petit peu par le haut du corps et la nuit, on récupère normalement un sommeil en profondeur, comme ont les enfants en fait. Les enfants, jusqu'à 7-8 ans, ils respirent toujours un petit peu par le ventre. Et après, ils perdent cette habitude, malheureusement. Et on respire plus par le haut du corps. Donc la nuit, ça nous permet de retrouver ce sommeil par le ventre et donc d'oxygéner beaucoup plus notre corps. Et donc toutes les réparations cellulaires se font beaucoup la nuit. D'ailleurs, votre peau, vous savez, si vous faites des soins de peau le soir, on dit que c'est très bien parce que la nuit, la peau se régénère, c'est là que les nouvelles cellules arrivent, etc. Donc si vous ne dormez pas, déjà, vous n'avez pas une belle peau, hein. Souvent, vous avez un teint gris, etc. Voilà, donc ça, c'était le 3e point, le sommeil. Le 4e point, c'est l'hydratation. Donc ça, j'en suis rendu compte il y a quelques temps, peut-être 2-3 ans. J'avais tout le temps la peau sèche, j'avais tout le temps soif, et j'avais beau boire des tisanes, des thés, rien n'y faisait. Sauf que je ne savais pas que les tisanes et les thés, c'était pas tellement hydratant, parce qu'en fait, ça a un fort pouvoir drainant. Quand vous buvez une tisane, dedans il y a des herbes, il y a des choses, c'est fait pour drainer, pour apporter une action sur le corps. C'est pas fait vraiment pour vous hydrater. Donc il faut boire de l'eau le plus possible. Et en fait, moi j'ai remarqué que si je suis en dessous d'1,5 litre, c'est insuffisant. Parce qu'en plus je fais quand même du sport, je transpire. Il me faut au minimum, de toute façon pour les besoins vitaux. Je vous avais fait une autre vidéo sur l'hydratation où je vous explique pourquoi on a besoin d'1,5 litre de toute façon de base, voire 2 litres si on fait un peu de sport. Parce qu'en fait, en dessous d'1,5 litre, on n'a pas atteint, on n'a pas remis assez d'eau dans notre corps par rapport à ce qu'on a perdu. Tout simplement, on est en déficit. Par la parole, on a de la vapeur d'eau qui sort, par la respiration, par la peau, par les selles, par l'urine, et ça fait déjà 1,5 litre. Donc, c'est pas possible de boire moins d'1,5 litre. Et je connais vraiment, mais très peu de personnes qui boivent minimum 1,5 litre par jour. Il y a vraiment plutôt des gens qui boivent 1 demi-litre, quoi. Donc, regardez où vous en êtes par rapport à ça. Ça sert à rien de bien manger, de bien dormir et de faire attention à votre corps et de pas boire. Enfin, si vous faites attention à votre corps, vous allez voir qu'il faut boire. C'est un peu dur parce que l'hydratation, on le sent pas vraiment des fois quand on est déshydraté, hein. On le sent pas en fait. On peut être tout le temps déshydraté sans le sentir, sauf si on arrive à la forte déshydratation où là on le sent et on va boire. Mais c'est souvent trop tard. Donc il faut se forcer à boire 1,5 litre par jour. Donc regardez vraiment ma vidéo sur l'hydratation. Je donne des astuces pour arriver à ce quota en fait assez facilement. Voilà, le 5e point, c'est l'équilibre entre la vie sociale, ou le temps où vous êtes avec des gens en fait, et la vie personnelle, le temps où vous êtes seul. Et ça, je vous le dis parce que je vois beaucoup de personnes que je vois dans mon cabinet qui sont en temps social trop important pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps avec des autres personnes, soit avec leur famille, leur conjoint, ou soit avec des amis, parce qu'ils ont un petit peu peur d'être seuls. Mais au final, ils ne sont pas bien parce qu'en fait, c'est très énergivore d'être tout le temps avec des autres. Parce que déjà, vous parlez, les autres vous demandent des choses, il faut répondre, il y a une attention qui doit se créer, il y a une énergie. Les autres, ils ont une certaine énergie, vous devez sans cesse vous adapter à l'énergie des autres. En plus, quand vous êtes dans une vie de famille, et moi, en tant que mère, je sais que je dois beaucoup m'adapter à l'énergie des autres personnes dans ma famille. Déjà, je suis la seule femme, les autres sont tous des garçons, et des garçons parfois un peu, voilà, des adolescents. Donc on doit s'adapter à eux parce qu'ils sont en pleine croissance, adolescence, et c'est pas facile non plus pour eux. Donc ça me demande beaucoup d'énergie en fait de faire ça, de pouvoir m'adapter. Et donc moi j'ai besoin de beaucoup de temps où je dois me retrouver seule pour me ressourcer. Le fait d'être seule pour moi c'est vraiment très important. Mais ça je le sais depuis que je suis petite. Depuis que je suis petite je sais que j'aime être seule. C'est quelque chose qui me dérange pas du tout parce que j'ai tout le temps été dans des familles nombreuses en fait, même quand j'étais petite. Et j'avais du mal à me retrouver seule et en fait moi j'adore être seule. Peut-être que ça changera quand je serai plus âgée, que mes enfants seront tous partis et que je serai beaucoup plus souvent seule. J'aimerais beaucoup plus être avec des personnes. Mais pour l'instant, franchement, j'ai beaucoup besoin de temps seul. Donc ça, je me suis mis aussi un objectif en début d'année, un peu comme pour le sommeil. Parce que quand j'ai pas ces temps où je suis seule et je me régénère, je me sens mal. Et ça joue sur mon stress et ça joue sur mon état d'esprit. Et je n'ai plus de patience parce que j'ai pas eu le temps moi-même de prendre ce temps pour moi. Donc j'ai plus assez de patience pour les autres.
Donc, je me suis mis un objectif où déjà tous les jours, je me suis dit qu'il fallait que je passe au moins une demi-heure seule, soit à ne rien faire ou méditer, ou soit à lire, ou soit à regarder une vidéo sur YouTube qui m'intéresse, ou à lire un magazine ou un livre. Voilà, un temps seul en fait, ou à juste m'occuper de moi, me faire un soin, ou je ne sais quoi. Donc c'est mes 30 minutes. Pareil, je les suis tous les jours. Sur mon petit carnet, je marque est-ce que j'ai eu mon temps de seul, oui ou non. Et à la fin de la semaine, je fais un bilan sur mes objectifs donc de sommeil, de temps de solitude, parce que si je le fais pas, bah, je ne prends pas ces temps-là. Et puis d'alimentation, j'ai aussi mon troisième objectif d'alimentation. Je me mets une note tous les jours de 1 à 5 en termes de est-ce que je trouve que j'ai eu une bonne alimentation aujourd'hui, je me mets une note. Et à la fin de la semaine, je regarde si c'était plutôt bien ou plutôt nul. Et donc, je me donne des nouveaux objectifs pour la semaine d'après. Ça me permet en fait de faire ces petites notes et faire ces croix et ces notes, de m'auto-récompenser dans mon cerveau quand j'y arrive. C'est très important l'auto-récompense parce que le cerveau, il adore ça. Et ça lui donne envie de recommencer. Vous voyez, c'est comme quand on était à l'école et qu'on avait des bons points. Moi, j'adorais avoir une image. On voulait les 10 bons points pour à la fin, on avait une image. Et ben du coup, on faisait attention parce qu'on disait, ouais, je vais avoir bientôt l'image. Je suis à 8, il m'en manque 2 et j'ai une image. Ben là, c'est pareil. Dans mes petits objectifs, c'est vraiment le circuit dopamine qui se met en route. C'est le circuit de la récompense qui est très très fort dans le cerveau. Donc on se dit, ah là j'ai eu 4 fois 5 sur 5 en alimentation, je suis contente de moi, je suis fière, j'ai vraiment fait une bonne semaine, j'ai très bien mangé cette semaine, je suis fière de moi. Et donc je me donne une petite récompense. Donc soit je peux m'offrir un petit gâteau, ou j'ai des autocollants que je colle dans mon petit cahier, des félicitations que je me mets moi-même comme mes propres bons points en fait. En fait, trouvez votre système à vous de récompense, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Ça peut être un petit objet, ça peut être je vais me faire un massage, ça peut être un temps où vous allez voilà, prendre une heure pour vous, aller vous promener, enfin, quelque chose qui vous fait super plaisir en fait, et qui vous récompense quand vous atteignez des objectifs qui sont pour vous des fois pas faciles à atteindre. Donc la partie sociale, voilà, j'ai beaucoup de gens qui me disent mais je n'arrive pas à dire non et je suis tout le temps en train, tous les week-ends je fais des choses, je reçois des amis ou je vais chez des amis, etc. Et ils n'ont jamais de temps seul. Ça pose quand même problème de ne jamais avoir de temps seul, parce qu'en fait il y a que quand on est seul que vraiment le corps il s'exprime, qui s'autorise à s'exprimer en fait. C'est pour ça que les crises d'angoisse souvent ça arrive quand on est seul. Ça arrive pas quand on est souvent avec du monde. Et donc ça sort, mais ça peut sortir un peu violent si on le fait pas souvent. Et du coup, ça fait peur. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui n'aiment pas être seules. C'est aussi là qu'on va se poser des fois des questions sur notre vie, qu'on va un peu réfléchir. Ou ça peut être là que voilà qu'il y a des émotions qui remontent, parce on laisse la place en fait. On laisse une place pour le rien. Et quand on laisse une place pour le rien, ben, il y a des choses qui peuvent remonter. Et c'est le travail de sortir des choses des fois. Et du coup, ça peut être compliqué. Par exemple, de la tristesse qu'on a enfouie, parce qu'on se noie dans l'activité, et ben tout d'un coup, cette tristesse, elle va remonter. Alors, ça va nous faire les yeux qui piquent d'un coup et on va se demander ce qui nous arrive. Mais laissez remonter en fait, c'est que ça a besoin de sortir. Moi, ça m'arrive des fois d'être seule et hop, je deviens hyper triste et j'ai une larme. Parce qu'en fait, c'est un truc que j'ai accumulé depuis 3-4 jours et il sort. Mais je suis contente quand ça m'arrive parce que maintenant je sais que c'est un nettoyage. Mais ça peut faire un petit peu peur, les émotions. Donc il faut aller voir vos émotions, ne pas avoir peur d'elles, laissez-vous traverser. Une émotion, ça passe. Ça reste jamais indéfiniment dans votre corps. C'est peut-être des fois un moment qui est désagréable, mais il est nécessaire aussi pour vous. Donc faites bien votre équilibre entre voir des gens et être seul. Là, moi, au mois de février, j'ai été un peu trop seule. Un peu trop chez moi, un peu trop parce que j'étais malade. Et donc, je me suis un peu dit, bon, bah, je suis malade, je reste tranquille. Mais à un moment donné, je me dis, mais en fait, là, j'ai vu personne depuis combien de jours, quoi. Il faut que je sorte. Et donc, j'étais contente de reprendre mes suivis de patients. J'étais contente de retourner en déplacement. J'étais contente d'aller dans mon cabinet au centre-ville et puis de me balader dans la rue, de voir du monde, de rappeler des amis, etc. Pareil, si vous souffrez par contre de la solitude, j'ai aussi le cas des gens qui souffrent parce qu'ils sont trop seuls et qu'ils n'en peuvent plus de toujours tourner dans leurs pensées, etc. Il faut aussi se forcer à appeler des gens. Vous avez forcément des gens que vous connaissez, que vous n'avez pas vus depuis longtemps, de prendre des nouvelles, de les voir vraiment visuellement, pas que par les réseaux sociaux. Ça fait énormément de bien aussi. On est des êtres sociaux, les êtres humains. On ne peut pas rester seul tout le temps. Donc il faut trouver l'équilibre. Moi, je dirais que j'ai quand même un gros besoin de solitude, parce que je suis contrainte, on va dire, contrainte, c'est un grand mot, mais je suis beaucoup entourée, vu que j'ai une famille tout le temps avec moi, et donc j'ai un peu besoin plutôt de m'extraire de ça.
Mais il y a l'inverse aussi, il y a des gens qui vivent seuls et qui ont besoin de voir du monde, donc sortez, voyez du monde, et n'hésitez pas à contacter les autres, parce qu'en fait, j'ai jamais vu un cas où l'autre va dire mais pourquoi elle me contacte, qu'est-ce qu'elle veut, etc. Tout le monde est content que les autres, que quand on est contacté par un ami, même qu'on n'a pas vu depuis longtemps, on est toujours content, ça nous flatte, ça flatte l'ego de la personne, vous avez pensé à elle. Et moi j'ai beaucoup de mal à le faire ça, à appeler les gens. Et en fait c'est souvent les gens qui m'appellent et je réponds favorablement parce que je suis contente, mais je pense jamais à le faire. C'est d'ailleurs un de mes points un peu faibles en amitié, etc. C'est que je suis pas tellement la personne qui va téléphoner, mais ça veut pas dire que je pense pas aux gens. Et voilà, ce besoin de solitude en moi, il est tellement fort que naturellement, je ne vais pas appeler les gens. Mais n'hésitez pas si vous avez envie de le faire, parce qu'il ne faut pas avoir de honte ou de timidité à le faire, quoi. C'est important que vous sortiez, et vous pouvez aussi vous mettre un objectif social, hein. Par exemple, avec certains de mes clients, on a dit que au moins une fois par semaine, il fallait que la personne, elle s'était mis un objectif qu'elle voulait retourner voir des amis au restaurant au moins une fois par semaine, faire une petite soirée entre filles ou des choses comme ça. Ou s'inscrire dans un club de sport parce qu'elle faisait son sport à la maison et puis qu'elle avait quand même besoin de voir du monde. Et donc, ça peut être par le sport que vous allez faire aussi des choses sociales. Ça peut être par des associations. En fait, tant que vous voyez des gens autour de vous, que vous discutez, la partie sociale, du coup, sera remplie. Et dernier point, alors ça, c'est un point qui est plus récent pour moi, c'est de faire la part des choses entre votre équilibre, entre faire toute seule les choses, ou tout seul, et demander de l'aide. Moi, j'avais l'habitude de faire tout seul, de faire toute seule. Donc ça fait des années et des années que je fais beaucoup de choses toute seule. D'ailleurs, je suis indépendante, hein, donc je suis à mon compte et je suis plus salariée, donc j'ai plus de collègues, je fais tout toute seule. Je demande rarement de l'aide et aussi pour la maison ou pour l'organisation, pour les enfants, pour tout en fait. Là, on faisait des réparations dans une autre maison, on fait beaucoup seul. Alors, il y a mon mari qui m'aide bien sûr, mais vous voyez, j'ai du mal à demander de l'aide, même à ma famille, pour des choses. Et j'ai l'impression que c'est être faible, et c'est vraiment une croyance limitante, hein, que j'ai identifiée. Donc maintenant, j'ai un petit peu plus, je demande de l'aide. Et ça fait tellement de bien, quoi, parce qu'en fait, quand vous demandez de l'aide, c'est un petit peu comme quand vous contactez un ami juste pour le voir. Ben, les gens, ils sont souvent ravis, en fait, de vous. Ça les valorise aussi, ils sont souvent ravis de vous donner cette aide, ils se sentent utiles pour vous. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide et ça va vous permettre aussi de répondre un peu mieux au point numéro 1, c'est-à-dire d'écouter votre corps. Si vous sentez que vous êtes à bout, qu'il y a trop de choses à faire dans vos journées, que ça ne passe pas avec les heures que vous souhaitez, dans lesquelles vous souhaitez être active et que c'est trop pour vous, eh bien essayez de demander de l'aide autour de vous. Même par exemple, si vous avez la possibilité pour vos tâches ménagères, déjà vous demandez de l'aide à votre mari ou à votre femme, si c'est le mari ou la femme, ou à vos enfants. Vous pouvez demander de l'aide à des personnes extérieures. Il y a plein de mécanismes. Voilà. Vous pouvez étudier en fait financièrement aussi des possibilités de demander de l'aide pour des tâches, l'entretien par exemple de votre ménage. Vous pouvez demander de l'aide pour vos courses, si c'est trop compliqué pour vous. Enfin, vraiment demander de l'aide et demander de l'aide à vos amis et à votre famille. Franchement, pour eux, ça sera peut-être juste une petite chose à faire et pour vous, ça va vous changer votre journée parce qu'en fait, c'est une tâche que vous deviez faire par exemple après votre travail et que vous alliez rentrer à 19h chez vous parce qu'il fallait faire les courses ou je ne sais quoi. Et en fait, quelqu'un peut peut-être vous aider pour ses courses ou des choses comme ça. Moi, par exemple, je me fais aussi beaucoup livrer maintenant. Parfois, ça coûte 3 euros, mais en fait, ça m'évite de perdre 1 heure dans le magasin. Donc, et je me fais livrer par exemple, des supermarchés ou des choses comme ça. Donc, c'est des petites astuces, mais il y a quand même beaucoup de choses maintenant qu'on peut faire pour se faire aider de l'extérieur. Et le fait qu'on le fasse pas, souvent, c'est pas forcément un problème financier, ça peut, hein, mais c'est pas forcément. C'est parfois un problème de fierté, parce qu'on n'ose pas demander de l'aide, parce qu'on a l'impression que les autres vont croire qu'on n'y arrive pas. Ou alors, ça peut être un problème de culpabilité. On se sent coupable de ne pas arriver à tout faire, mais ça, c'est quelque chose qui vient de nos arrière-grands-parents, grands-parents, c'est qu'il faut y aller, il faut en baver dans la vie. Ben non, il ne faut pas en baver dans la vie, je ne suis pas du tout d'accord avec cette croyance limitante. Il n'y a pas de raison d'en baver, si on peut faire plus simple, on va faire plus simple. Et il n'y a pas de raison de se sentir coupable parce que juste, on n'a pas envie de faire quelque chose. En fait, on peut avoir le temps de le faire, mais aussi pas envie, et on ne le fait pas. Où est le problème? Qui nous force à faire les choses? On est adulte. Vous voyez, c'est pas parce que on aurait la disponibilité même dans le temps de le faire. Par exemple, vous pouvez dire, je prends mes mercredis après-midi, et donc j'ai le temps de faire mes lessives, mes trucs, mes machins, et en fait, vous finissez le mercredi soir, vous avez pris aucun temps pour vous. Alors que l'objectif initial était de prendre un petit peu de temps pour vous le mercredi.
Donc ça, par exemple, c'est parce qu'on se sent coupable. On dit quand même, je travaille pas le mercredi, mon mari en plus il travaille, il faut quand même que je fasse tout bien dans la maison parce que moi quand même j'ai pas d'excuses. Ben en fait non. En fait, pourquoi sacrifier le temps personnel à des tâches ménagères parce qu'on n'a pas envie de demander de l'aide, parce qu'on a honte de demander de l'aide? Ben non, en fait, c'est juste un choix que vous avez à faire. Est-ce que ça vous convient de faire par exemple ces tâches ménagères le mercredi au lieu de prendre du temps avec vos enfants ou du temps pour vous? Ou est-ce que ça vous convient pas, vous le faites et vous subissez vos mercredis? Et dans ce cas-là, réfléchissez à un autre moyen de faire ces choses-là ou peut-être à demander de l'aide. Voilà, c'est basique, mais en fait, c'est des questions, je vous jure, j'en parle beaucoup avec mes clients, mes clientes surtout, qui viennent et on retravaille en fait sur l'organisation parfois de leur semaine, de leur journée, et où est le temps pour elles en fait? Où est le temps? Combien de temps elles passent pour elles dans leur semaine? Et quelles choses elles font pour elles? Et qu'est-ce qui les satisfait en fait dans leur vie? Qu'est-ce qu'elles arrivent à faire qui leur fait du plaisir? Si une vie qui n'a aucun plaisir, c'est une vie où on subit. Alors, les générations précédentes, nos arrière-arrière-grands-parents, etc., ont beaucoup quand même subi leur vie, puisqu'ils devaient toujours travailler, ils devaient fournir énormément d'efforts. En fait, on n'en est plus là, en fait, actuellement. On a quand même la possibilité de faire des choses agréables aussi dans nos vies, et surtout des choses qui développent nos talents, nos possibilités, de qui on est, de nous rendre utiles dans notre vie ici, quand on est dans cette vie-là. À quoi je sers dans cette vie? Pourquoi je suis là? Peut-être que j'ai un talent de quelque chose, même qui pourrait aider d'autres personnes, ou je suis peut-être une personne qui adore créer des choses et donner de la joie aux autres par mes créations. Je suis peut-être une personne extrêmement cultivée qui adore lire et transmettre aux autres des choses. Donc, trouvez un petit peu votre mission. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur la mission de vie. C'est quelque chose qui se travaille. On n'est pas là juste comme ça pour être là sur Terre. Moi, je suis persuadée qu'on a tous un rôle bien précis dans notre famille et dans la société. Et donc, c'est dommage de ne pas aller dans ce rôle parce qu'on se perd dans des tâches parfois qui n'ont pas de sens pour nous. Alors, on est obligé de faire quelques corvées. Moi-même, j'en fais tous les jours. Puis d'ailleurs, c'est pas forcément des corvées parce que du coup, je choisis de les faire, celles-ci. Donc, ça devient normal pour moi de faire ces temps-là. Et puis par contre, pour ce que je choisis de ne pas faire, je n'ai aucun scrupule à déléguer ou à demander de l'aide. Voilà, donc j'espère que pour ces 6 points, alors cette vidéo elle est très longue par rapport aux autres, alors j'espère que vous avez pu suivre jusqu'au bout, mais c'est vraiment des points qui me sont venus aujourd'hui parce que je considère que si on ne réfléchit pas déjà à ces 6 objectifs-là, à ces 6 points dans notre vie, pour voir si notre vie elle a l'air d'être à peu près équilibrée, et est-ce qu'on se positionne bien par rapport à ces points-là, ou est-ce qu'il y a des points où vraiment on sent qu'on est complètement, on est passé à côté de ces points, on ne pourra pas être vraiment épanoui, je pense, c'est mon avis, dans notre vie. Voilà, si on mange mal, si notre corps il est trop actif ou pas assez actif, si on ne boit pas, si on a des gros problèmes de sommeil, si on voit personne ou si on est tout le temps avec du monde, et si on ne demande jamais d'aide et qu'on veut tout faire tout seul, pour moi, il y a un problème d'équilibre en fait. Le but, c'est vraiment de trouver votre équilibre à vous. Chaque personne, elle a son équilibre. Le mien, je vous ai un peu présenté d'où j'en suis, où je suis sur ces points, mais faut pas faire comme moi en fait. Vous avez votre équilibre. Vous avez. Alors les choses qu'on ne peut pas trop réchapper, c'est le sommeil et l'eau, et avoir une bonne alimentation. Ça, c'est un petit peu tout le monde. Après, le reste, sur la partie sociale, pas sociale, etc., c'est à vous de voir. Qu'est-ce que vous aimez? Il y a plein de gens qui savent pas ce qu'ils aiment en fait. Ils me disent mais je sais pas en fait, je sais pas si j'aime être seule. Je sais pas si ça me plaît de voir autant de monde. Je ne sais pas si je subis ou s'il y a des choses que je pourrais choisir différemment quoi dans mes journées. Je ne sais pas si j'écoute mon corps. Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je sens que quand il est tendu, je le détends? Est-ce que je lui rends service à mon corps? Je ne sais pas. Donc posez-vous ces questions. Ça vous aidera énormément à vous connaître en fait. Et à placer certains objectifs peut-être d'amélioration sur certains points que vous avez envie. Voilà, moi je vous ai dit, j'ai mis des objectifs d'amélioration sur le sommeil, sur le fait de demander et sur mes temps de solitude, pour en avoir au moins un tous les jours. Et je suis ça et je sais que les semaines où ça se passe bien sur ces points-là, je vais être super bien quoi. Je vais être super épanouie, je vais être positive, je vais voir la vie de mon côté, je vais faire confiance en l'univers.
Même s'il m'arrive des crasses, par exemple cette semaine, j'ai eu plein de petits trucs pas drôles, mais en fait, ça m'a pas touchée émotionnellement parce que je me suis respectée, en fait, tout simplement sur ces points-là. Et quand je me respecte, eh ben, tout va bien. Quand je me respecte plus, c'est-à-dire que je vais au-delà de mes limites physiques et psychiques, eh ben, tout va mal. Donc tout va mal pour moi, mais aussi pour les autres autour de moi, parce qu'en fait, je suis pas la meilleure personne pour eux et je les aide pas. Et moi, ma mission dans la vie, c'est de pouvoir apporter en toute bienveillance une écoute et un soutien aux autres. Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Et je ne peux pas être cette personne si moi-même je me respecte pas. Ça commence toujours par nous, hein. Donc n'ayez pas peur de vous occuper de vous, c'est pas du tout égoïste, hein. C'est une démarche qui est au contraire, qui est plutôt, en fait, c'est de mieux vous connaître, de mieux vous respecter, pour être plus forte ou plus fort pour les autres aussi, et pour vos relations avec les autres, pour être plus stable, plus à l'écoute, plus bienveillant, plus juste, moins jugeant. C'est ça en fait. Quand on est dans un sacrifice permanent, qu'est-ce qui se passe? On juge les autres, on critique, parce qu'en fait on est aigri, on est malheureux. Donc on envie les autres, on est envieux et on n'est pas aligné en fait avec nous et on connaît pas notre mission. Donc c'est un travail de longue haleine, hein. Moi je vous dis jusqu'à 35 ans, je pensais pas à tout ça. Et là je vais avoir 42 ans cette année, donc ça fait 7 ans que quasiment que je travaille sur ces points de base et d'autres points aussi. Mais c'est long, mais à chaque fois je me dis que chaque semaine ou chaque jour qui passe, bah, je m'améliore. Et je vois ce qui va pas et je corrige, je règle. C'est comme un petit réglage, un petit curseur que je règle tous les jours. Et c'est comme si aussi j'avais des tests tous les jours pour dire ah, t'as réglé, mais t'es sûr que t'as bien réglé là parce que là je t'envoie un bon test de l'univers et on va voir si ton réglage est bon ou si t'as encore des choses à faire là-dessus. Voilà, c'est comme ça que je vois en fait la vie. Donc partagez-moi vos expériences, dites-moi si c'est des points sur lesquels vous êtes vigilant, si vous êtes déjà ok pour tous ces points, que vous en êtes à d'autres choses que j'ai pas pensé. J'aimerais bien savoir. Moi, je suis aussi dans mon parcours. Ça fait pas très longtemps, hein, donc s'il y a d'autres choses qui pourraient vraiment m'aider aussi à moi, ça serait intéressant. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, bah, mettez un petit pouce en l'air parce que pour l'algorithme de YouTube, ils adorent ça, donc ça met en avant mes vidéos pour que d'autres personnes puissent les voir. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à cliquer sur s'abonner. C'est gratuit et puis pareil, ça met en visibilité ma chaîne. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et celle-ci était vraiment très longue puisque je suis à 43 et quelques minutes. Donc merci si vous avez suivi jusqu'au bout. Et à bientôt. Check the mic and make sure it sound right, boys.